Hello, c'est Estelle et bienvenue dans l'update lecture de novembre-décembre 2024. Si jamais je vous parle pas de ces livres maintenant, ils vont pourrir dans ma bibliothèque et je vous en parlerai jamais. Je vous propose de faire un petit débriefing de tout ce que j'ai lu à la fin de l'année 2024. Je voulais me rapprocher le plus possible de mon objectif Goodreads de 100 livres. J'ai carburé, j'ai lu plein de trucs et surtout il y a eu des très bonnes choses les amis, donc faut absolument que je vous en parle. Voilà. Premièrement, on va parler des petites romances d'Halloween que je me suis faites en octobre-novembre. A Werewolf's Guide to Seducing a Vampire de Sarah Hollis. C'est sa petite saga de rom-com paranormal où en fait c'est dans une ville où il y a toutes les créatures du monde qui existent et à chaque fois tu suis des créatures différentes qui sont tout mimi là, qui sont tout gentils. Et là on avait un petit werewolf qui était hyper anxieux, qui avait jamais vraiment trop eu de meuf et un soir il craque un petit peu et il dit bon vas-y je vais faire une action un peu impulsive et il achète une espèce de boule de cristal où à l'intérieur il y a une vampire qui est enfermée. Pour faire exprès il fait sortir la meuf. Cette première rencontre elle était vraiment trop drôle parce que elle est là en mode qu'est-ce que vous avez fait, vous m'avez libérée, oulala je suis désolée, j'avais complètement oublié que j'avais acheté ce truc. Et elle capte que le werewolf il est sans défense et il est adorable. Il va lui apprendre à se réhabituer au code de la vie de cette année et surtout en fait il est complètement attiré par elle et il sait pas trop comment gérer ça. Et franchement ce livre aurait pu être trop cool si jamais ça était vraiment resté centré sur leur relation à tous les deux. Le truc c'est que elle est vraiment partie dans plein d'intrigues secondaires, notamment la sœur du werewolf, elle se présentait comme présidente de cette ville, il l'aidait à faire son discours, il allait avec elle pour essayer de défendre un petit peu, faire des manifestations dans la rue. Je suivais la vie politique de cette ville et mine de rien j'étais quand même plus intéressée par ma petite romance d'Halloween là. En fait j'ai trouvé qu'elle a raté plein d'occasions et comparé au premier tome qui était beaucoup plus centré sur la relation avec peut-être un background familial où il y avait des choses à régler, mais ça restait en fait centré sur les personnages parce que du coup Eleonore était un petit peu là, elle faisait rien, elle était dans sa baraque. Évidemment quels sont les prérequis des romances vampires? Il faut qu'elle lui boive le sang et que ce soit sexy, et bien tout est fait. Mine de rien, c'était quand même assez fun, ça se lit bien, mais ça m'a pas autant fait gigoter mes orteils que ce que je voulais, donc un petit peu déçue quand même. Et dans le même genre, j'ai lu ma Vampire Plus One de Jenna Levine. Pareil, déception, en fait ça me fait trop de la peine parce que donc le premier tome c'était My Roommate is a Vampire, génialissime. Ce livre, il est rentré dans mon top 10 de 2023 tellement je suis éclatée à le lire. J'ai découvert le genre de la rom-com un peu second degré paranormal et j'en attendais tellement du tome 2 où on est toujours dans le même univers mais on suit le pote du premier mec. Je me rappelle plus du tout des prénoms les gars. Elle voulait absolument que sa meuf principale humaine ne comprenne pas qu'elle soit avec un vampire. Et ça a duré beaucoup trop longtemps et surtout ça devenait un peu ridicule parce que notre monsieur vampire il lui disait en mode mais tu sais que moi je peux pas trop manger certains trucs, mais tu sais que moi je peux pas trop sortir en plein jour. Et elle est en mode non mais t'inquiète, je t'accepte comme tu es, oh là là il doit être vegan ou un truc comme ça. Enfin, en fait la meuf trouvait des explications à chacun des trucs qu'il faisait et le quiproquo est devenu chiant parce que moi je voulais juste qu'elle soit en mode mais meuf ouvre les yeux, genre le mec est un vampire et elle captait pas. 6 mois qu'ils sont ensemble, ils ont déjà d'ailleurs un peu couché ensemble et en mode putain mais en fait c'est vraiment un vampire. Genre moi je pensais qu'il était un peu pris dans sa fantaisie et tout. C'est un peu le même bail que Lucifer. Je sais pas si vous devez regarder cette série mais en gros Lucifer, dès le début il dit à Chloé qui est l'enquêtrice je suis Lucifer et elle est en mode ok il doit être un petit peu s'il a envie de dire qu'il est Lucifer, il est gentil, je vais faire comme si. En fait elle le croit pas vraiment et ça dure des saisons entières et ben là c'est un petit peu le même principe sauf que c'était moins bien tourné. Pour le coup Lucifer c'était plutôt bien, moi j'aimais bien. Et la scène où en fait la meuf capte vraiment, c'était plutôt cute parce qu'ils se sont loués un chalet à la montagne. Elle le repousse de ouf et lui en mode oh merde, oh je suis désolée, si tu veux je pars. Il était trop mignon parce qu'il voulait pas lui faire peur et tout. Enfin bref, moi attention je suis faible pour ce genre de choses, ok? C'est pour ça que je raffole de ce genre de romance. Donc Jenna Levine, là faut que tu changes de registre parce que ça s'est un petit peu essoufflé et c'était moins impactant et moins oh my god que le premier. Parce que j'avoue quand même que le premier était tellement drôle et tellement fun, même si la fin part un petit peu en couille là. Et en fait c'est un peu un fake dating cette histoire, mais bon moi je m'en fous, j'étais surtout là pour le vampire et le vampire a bien vampiré. Ensuite j'ai voulu rester dans la même vibe un petit peu paranormal, Halloween, créature avec Assistant to the Villain de Anna Nicole Meirer. Ce livre a explosé fin 2024, tout le monde l'a lu et du coup je me suis laissée prendre dans l'élan. 40 premiers % de son livre sont excellents et après étrangement il se passe plus rien. J'ai donné à ce livre quand même 4 étoiles je crois parce que le début était sensationnel et j'adore l'idée et il y a du potentiel, mais juste il aurait fallu enlever je pense au moins 100 pages ou alors repenser comment faire son intrigue, mais oui il y avait un énorme creux quoi. Donc ensuite j'ai déjà parlé de... Est-ce que j'ai...
Ensuite l'histoire de Evie qui n'a pas trop d'argent, son père est malade et en gros dans ce monde il y a un villain. Un mec qui habite dans un manoir au fin fond de la forêt et le roi dit attention ce mec c'est le villain. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop ce qu'il fait mais c'est le villain. Elle un jour elle va se perdre dans la forêt et sûr qu'elle tombe sur le villain. Il va l'engager. J'ai besoin d'une secrétaire, c'est très bien payé, faut juste que tu dises pas ce que tu fais parce que sinon bah les gens ils vont dire oulala tu travailles pour le villain. Et au final elle y va et en fait elle se rend compte qu'il est un peu froid certes mais il est plutôt sympa et surtout il est stressé en sa présence parce qu'en fait la villain il va carrément tomber amoureux d'elle et donc ça se veut un peu second degré, un peu ambiance, je sais pas pourquoi je pense à Shrek quand je pense à... Son manoir c'est juste un repère à tout plein de créatures rejetées par la société, genre il y a un mec qui est entraîné d'un dragon et c'est un peu décalé parce que elle arrive au château là en mode oh non t'as encore laissé la tête de truc par terre, il faut que je nettoie le tapis, genre le mec en fait il fait plein d'expériences, il torture des gens, en fait tu sais pas trop ce qu'il fait et c'est ça qui est drôle, c'est que Evie en fait elle est plus choquée de rien, les gens veulent tuer le villain, du coup ils sont attaqués tout le temps là et à chaque fois Evie elle passe à ça de crever et lui en mode non mais Evie mais meurs pas. Et leurs interactions elles étaient hyper fun parce que il y avait de la répartie, ils s'envoyaient des pics et tout, lui tu comprenais qu'il était in love de elle mais il voulait pas trop le dire et elle le prend pas trop au sérieux. Et là où moi j'ai un peu décroché c'est que ça part dans une enquête, il y a une taupe dans le château du villain, il y a quelqu'un qui vole des trucs, il y a quelqu'un qui plante des bombes et tout ça va partir très très loin parce que il y a aussi un lien avec la famille de Evie, cette maladie que son père a et je pourrais pas vous expliquer ce qui se passe parce que il y a plein de mini-actions genre oh il faut qu'on aille là, oh il faut qu'on aille parler à truc. La deuxième moitié beaucoup moins intéressante et leur relation elle évolue pas, c'est-à-dire que dès qu'ils se croisent ils sont encore dans ce truc de faut que je tienne ma réputation et en fait ça n'évolue pas. Je fais que te sauver parce que je t'aime trop mais après face à face j'assume pas jusqu'à la fin et là à la fin oh putain enfin il y a une évolution entre leurs relations et après c'est fini. Donc je suis un petit peu frustrée parce que j'aurais voulu voir leur relation progresser petit à petit à chacune de leurs interactions. Ce n'était que une répétition de même type d'interaction un peu ambiguë et du coup comme cette relation là n'évoluait pas ça me donnait un petit peu la sensation que le livre n'évoluait pas non plus. Pas forcément envie de lire le tome 2 et c'est quand même vachement dommage parce que ce livre est vraiment unique en son genre, c'est un peu comme si c'était du contemporain mais en fantasy. C'est presque de la rom-com young adult fantasy, de la rom fantasy, de la fantécom. Donc pour cette fraîcheur et pour cette nouveauté dans le genre, je trouve que c'est un livre qui est très sympa mais il aurait pu être un peu plus compact à mon goût, voilà. Donc c'est young adult. Alors là Evie elle est un peu crédule et surtout elle s'appelle Evangelina et genre c'est la même que Evangeline de Once Upon a Broken Heart. Je vous jure les gars j'ai déjà fait cette vidéo parce que j'ai déjà dit ça. Et en plus elles ont littéralement le même prénom et c'est deux meufs hyper gentilles, naïves. En fait elles foncent quoi et elles ont peur de rien. Il est traduit les amis donc vous pouvez le lire en français. En parlant de français, il est temps de parler de Une époque en or de Titou Lecoq. Alors ça fait partie des livres qui sont dans ma nouvelle résolution de lire plus de français. Clara l'a adoré et elle m'a dit Estelle il faut absolument que tu le lises si jamais tu veux ouvrir un petit peu tes horizons de lecture. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur et je dois dire que j'ai pas exactement ressenti le genre de waouh que je peux ressentir quand je lis une romantaisie ou une rom-com et tout, mais quand même j'ai appris plein de choses et ça m'a beaucoup plu de lire des plumes françaises et de voir quel style de choses j'ai le droit aussi de faire en écriture. On va suivre l'histoire de Chloé qui arrive un petit peu à un creux dans sa vie. Son mariage c'est un peu plat, la fille du premier mariage de son mari avec qui elle s'entend pas du tout, son travail la fait absolument chier, elle est un peu dans une déprime sévère, surtout que ses voisins se révèlent être des escroqueurs d'argent. Il y a la police qui vient et qui interroge un petit peu tout le monde et elle est choquée parce qu'elle se dit mais en fait il y a des gens qui font des trucs de ouf dans leur vie, ils détournent de l'argent et genre c'est nos voisins chez qui on a mangé 4 fois, qui avaient l'air complètement normaux et moi dans ma vie il se passe rien, genre ma vie est plate. Et elle va du coup se trouver une aventure et cette aventure c'est retrouver un trésor que potentiellement son grand-père aurait laissé quelque part, de l'or. Elle est hyper enthousiaste par rapport à ça, ça va animer toutes ses journées. Son mari lui dit c'est faux, genre tu te fais une lubie pour rien, mais elle a besoin de ça, elle a besoin de cette lubie pour avoir l'impression de faire quelque chose parce que sinon en fait c'est juste la dépression quoi. Et au milieu de tout ça on va rajouter pas mal de thèmes de société assez durs. Dans l'appartement en dessous d'eux il y a un enfant de 12 ans qui est victime de violence par rapport à son père qui est alcoolique. Elle va être touchée par ça et elle va le prendre un petit peu sous son aile, l'aider, le sauver presque, mais elle sait pas quel est son rôle là-dedans, elle peut pas juste débarquer à la police parce qu'en fait tu sais pas si jamais ça va fonctionner et aussi t'as peur que le père en fait il pète un corps
genre plus un câble, et il y a toute cette notion de les gens qui sont victimes comme ça, tu peux pas juste t'immiscer dans leur vie et croire que ça va tout changer. Tu fasses étape par étape, il faut que tu alertes en fait les autorités qui, elles, peuvent faire quelque chose, parce que toi, petite personne, certes tu peux apporter du réconfort et tu peux essayer un petit peu de calmer le jeu, mais c'est dangereux en fait d'essayer de régler le truc comme ça. Je veux aider, bah en fait j'ai l'impression que mon aide est encore pire et cet ado va se mêler à eux dans l'aventure pour le trésor. Et j'ai bien aimé ce petit groupe un peu atypique. Elle, la fille de son mari qui l'aime pas du tout mais qui en fait va se dire elle est quand même un petit peu cool cette dame. Mais surtout je pense que le meilleur truc de ce livre c'est sa plume. Elle n'en a rien à foutre. Elle écrit son livre comme elle a envie de l'écrire. La plume est tellement familière, genre il y a des wesh, elle utilise plein de mots, genre ça me fout le seum et tout, des trucs comme ça, et j'adore. Ça prouve que rajouter ces mots de vocabulaire qui sont tellement contemporains et qui sont dans notre langage maintenant, et bah t'arrives en fait à transmettre des idées qui nous touchent, et tout de suite je vois en fait ce qu'elle veut dire parce que c'est du langage que moi je connais et que j'utilise, et ça rajoute un côté hyper cash à la plume que j'aime beaucoup. Elle a réfléchi dans quel ordre nous présenter les choses, c'est-à-dire qu'au début tu la vois elle dans son quotidien, au fur et à mesure elle te fait des petits flashbacks. Ah oui, je vais te raconter ça, en fait il faut que tu comprennes ça, les informations se complètent les unes aux autres et c'est pas linéaire. Elle rajoute certaines scènes à certains moments exprès pour que tu comprennes d'autres scènes, et j'aime bien ces livres qui se dévoilent pas tout d'un coup et qui au contraire en fait sont un peu aussi une enquête à eux-mêmes puisqu'ils te donnent les infos au fur et à mesure. Et voilà, il y a plein d'autres choses, des débats de société. Ce livre il est vraiment imprégné dans son temps, un bout de 2024, tu vois, genre je fais comme ça là, j'attrape ce que c'est que la société à Paris ou n'importe quoi en 2024, et bah ce livre est extrêmement représentatif de ça puisque il y a un peu de tout, il y a de la pop culture, il y a du vocabulaire, il y a des problèmes de société, il y a tout. Et justement je pense que ce côté hyper jeune peut faire qu'on le déteste parce qu'on se dit oulala mais c'est quoi cette plume, mais moi j'aime bien, c'était percutant, c'était, tu vois, c'était droit au but. Ensuite les amis, je voulais terminer 2024 en beauté avec une romantasy qui a explosé, qui a aussi été traduite, Spark of Everflame de Penn Cole. Tellement de gens disaient vous allez voir c'est le meilleur, c'est la romantasy qui va révolutionner la romantasy. J'ai pas non plus trouvé ça sensationnel. Oui c'était sympa, il y a 2-3 trucs qui changeaient d'habitude donc j'aime bien, mais après j'ai trouvé que quand même il s'inscrivait énormément dans les codes des romantasy qui se sont faites. Ça n'a pas empêché que ce livre était quand même vachement cool, c'est pas non plus révolutionnaire quoi. Voilà, on est dans un monde qui est séparé en plusieurs royaumes et chaque royaume est gouverné par un descendant de dieu qui ont des espèces de pouvoirs, c'est un peu genre des failles et tout, et il y a une hiérarchie entre eux. Il y a aussi pas mal de haine qui s'installe à cause de ça puisque les humains se font maltraiter par les failles, et dans un des royaumes il y a tout un système de résistance qui se met en place avec des gens qui font un petit peu des attentats, ils essayent de s'infiltrer au château pour tuer la famille royale. Dans tout ça on va suivre l'histoire de Diem qui, attention attachez-vous, qu'est-ce qu'elle est? Elle est healer, elle soigne des gens. Donc ne me dites pas que ce livre est original quand littéralement c'est la 6e healer que je lis. Comment ça se fait que les gens soient développés une obsession sur les meufs qui soignent? Certes c'est cool parce que ça veut dire que la meuf elle est utile à la société, ça veut dire que la meuf elle est potentiellement emmenée au château pour pouvoir sauver des gens et du coup ça fait qu'elle peut avoir des interactions, ça fait que la meuf elle peut s'en sortir. Le truc c'est que Diem c'est pas n'importe quel healer. Tu captes qu'il y a un truc bizarre avec elle, elle doit prendre un espèce de traitement pour diminuer un espèce de pouvoir en elle parce que elle croit que c'est une maladie, mais en fait pas du tout, c'est juste que la meuf elle est moitié faée, moitié déesse, elle veut pas se l'avouer à elle-même, mais toi tu le captes dès la page 3. Sa mère lui a toujours dit de ne surtout pas aller au château parce que ça peut être dangereux par rapport à sa maladie. Évidemment c'est pour pas que les faées la voient et se disent oulala mais toi t'es demi-faée, parce que c'est interdit. Les faées pas le droit de copuler, de faire des enfants avec les humains. Le truc c'est que la mère de Diem disparaît, donc il n'y a plus personne pour lui dire quoi faire et elle va finir par aller justement au château en tant que healer. Il y a plein d'enfants faillés qui se sont fait attaquer et du coup elle est halte là-bas, et là sur qui elle tombe? Le prince faé, brun, ténébreux, enemies to lovers, qui va être en mode oulala mais toi qui tu es, tu n'es pas la personne que tu prétends être, et elle va être en mode oulala mais lui il est un petit peu beau. C'est un peu tout le temps les mêmes dynamiques où la meuf elle est hyper vénère, hyper insolente, elle parle comme un chien à tout le monde, notamment au roi, et elle a pas peur, et le roi il est en mode non mais elle a le droit de me parler comme un chien parce que vous comprenez, c'est mon mate, et il va se démerder pour la voir tous les jours. Oh là là je suis un peu malade, oh là là tu veux pas aller changer le bandage,
de trucs et tout. Le truc pour le coup très sympa de ce livre, c'est que Diem va se retrouver à rejoindre la résistance à cause de son mec, parce que oh my god, Diem a un mec triangle amoureux, et ce mec est blond, et ce mec est un peu controlling, et un peu chiant, et elle va se dire ouais en fait vous avez raison, il faut vraiment qu'on défende nos droits en tant qu'humain, et en fait elle va faire une mission, et elle va dire non mais les gars mais c'est pas du tout éthique ce qu'on fait là, genre c'est cruel, moi je veux pas faire partie de ça, mais genre la meilleure scène ever. Ce livre était quand même bien pensé, certes c'était cliché, mais les scènes étaient trop bien. Elle croyait en ça, et genre moi j'ai bien aimé qu'au début elle soit un peu crédule, elle se dise quand même c'est mon mec, bon faut que je fasse un petit peu ce qu'ils me disent, elle a plus trop de guide parce que sa mère est partie, du coup elle sait pas trop quoi faire, elle se repose sur ce mec là qui est un enfoiré, hein. Vraiment c'est un Tamlin bis mais de A à Z, et surtout elle, vu qu'elle traîne au château tout le temps, elle a commencé à bien apprécier tous les gosses et tout, elle les aime bien, et aussi elle aime beaucoup Luther, voilà, et elle retourne sa veste, ça c'était trop bien. Donc la relation entre Luther et Diem, elle a progressé délicieusement, même si dès le début c'est en mode insta love. C'est quand même sympa parce que lui il veut pas trop montrer qu'il l'aime bien, et elle veut pas trop montrer non plus parce que tu comprends, elle est censée les détester et tout. Il y a eu quand même une bonne tension, vous faites des personnages sombres, ténébreux et tout, et en fait vous les tenez pas. Moi j'adore hein, let's go, et moi Darkling, ma vie, mais si vous faites ça les gars, il faut que vous arrivez à le tenir, parce que si le mec au bout de 2 secondes il est en mode oh là là mais en fait non mais je t'aime et tout, c'est nul, parce que nous on veut que le mec il tienne sa façade. Diem je l'ai beaucoup aimé, même si je pense qu'elle fait partie de ces protagonistes que les gens peuvent détester parce que elle change d'avis, elle est un peu paumée. Moi justement j'ai aimé ça parce que je trouvais que c'était réaliste. Par contre, est-ce qu'on peut arrêter avec ce putain de trope? La meuf c'est se battre, la meuf n'a peur de rien, a un culot de malade, et la meuf la plus courageuse de la planète, elle arrive comme ça au château en mode tu veux quoi? Prends un garde, elle le retourne par terre. Et moi j'aimerais bien les gars qu'on puisse faire une fantaisie où la meuf soit pas insolente comme ça, et où la meuf ne sache pas se battre à peur de l'autorité, parce que dans toutes les fantaisies tout le monde défie tout le temps le roi comme si genre on s'en fout, et ça décrédibilise de ouf ce côté hyper sombre du roi, parce qu'on dit ouais il est cruel, mais tu lui dis 2 mots et le mec ne fait rien du tout. Comme dès le début tu captes que le roi il a un soft spot pour elle, la meuf elle va utiliser ça mais à donf, elle va avoir un pass VIP dans le château, et ça me fait trop rire. La meuf se pointe, la meuf peut faire tout n'importe quoi, aucun impact. Il faut trouver un autre moyen, vraiment. Il va être traduit bientôt, donc n'hésitez pas à aller le lire. C'était vraiment une des meilleures romantaisies que j'ai lu cette année. Maintenant parlons d'un livre qui a énormément floppé pour moi, A Dark and Drowning Tide. Ce livre je voulais absolument le lire parce que Alison Shaft est copine avec Ada Reed, ou je sais pas, mais en fait elles ne faisaient que de se saucer l'une l'autre sur leurs livres. Si j'ai adoré Soul and Drowning, je vais peut-être adorer A Dark and Drowning Tide. Waouh, pas du tout les gars, je l'ai DNF. Et je me suis demandé un peu pourquoi, parce que en soi l'ambiance était atmosphérique, il y a vraiment un travail sur la construction de l'univers, les mots des endroits, les backstories des personnages, tout a été hyper bien prédéfini. J'étais pas dedans. On est dans un truc un peu Dark Academia, enquête mystère, où on va suivre 2 protagonistes qui se détestent mais qui vont devoir s'allier pour résoudre le meurtre de leur professeur, tout en étant sur un bateau, parce que elles font partie d'une espèce de grosse expédition pour aller trouver le puits de magie, d'où vient la magie dans ce monde. Et sur le bateau ils ont plein de professionnels de plein de choses. Il y a une meuf elle fait les cartes, il y a une meuf c'est une professionnelle de la nature, des plantes, et ces 2 meufs en fait elles se connaissent à l'université et elles sont rivales, et il y a un peu une romance entre elles qui, pour le coup la romance c'était le seul truc cool de ce livre, et c'est dommage parce que c'était au second plan, l'enquête était vraiment au premier plan, et j'aurais vraiment adoré que ce soit plus focus romance parce que je pense que ça aurait vraiment pu tenir mon attention. Mais là sur ce putain de bateau, elle nous a présenté tous les personnages secondaires en même temps. Quand ils ont construit l'équipe pour aller sur le bateau, ah ben il y aura machin, il y aura machin, il y aura machin, et moi je suis difficile quand il s'agit de description de personnages. Si tu me montres tout le monde en même temps, je vais essayer de retenir tout le monde, et du coup je vais retenir personne, et du coup je n'ai retenu personne. Tous les personnages ils étaient là, ils parlaient entre eux après, il y avait des liens qui se créaient entre les personnages, j'étais là, je ne sais même pas qui est qui en fait. Assez lent, contemplatif. Contrairement à Soul and Drowning, ce livre n'était pas animé par un personnage, ou du moins ça l'était pas autant, parce que dans Soul and Drowning, Effie, elle est hyper active, son point de vue est hyper entraînant, tu découvres le monde à travers ses yeux, tandis que là, dans le point de vue, j'avais un peu l'impression que la meuf, elle faisait aucun effort pour nous inclure, c'est un peu horrible, mais j'arrivais pas à sentir qu'elle nous emmenait dans son univers. Et l'enquête, franchement les gars, j'aime pas les enquêtes, ça me saoule. Un truc aussi qui a participé à ce DNF, c'est que le world building est hyper détaillé. Il y a plein de gens différents qui viennent de royaumes différents avec des coutumes différentes, et il y a plein de problèmes entre tous ces gens. Elle a vraiment tissé un monde, et à ce moment-là, je pense que je ne voulais pas faire d'efforts pour vraiment comprendre le world building et me plonger dedans. Le truc c'est que je pense que tu peux pas apprécier cette histoire si jamais tu la lis pas lentement, et si jamais tu fais pas un effort pour découvrir tout ce monde-là qu'elle nous a créé.
et moi j'étais pas dans ce mood là. Si jamais tu mises vraiment toute ton histoire sur plein de détails de world building, je suis pas le genre de lectrice qui va être sensible à ça, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup aimé. Rapidement on va parler de Bloodguard. Ce livre va être traduit chez Corrigan, chose qui est très cool parce que c'est une romantaisie gladiateur. Ça fait des années les gars qu'on n'a pas eu des romantaisies gladiateurs, sauf que malheureusement j'étais un peu déçue par celle-là. C'est grave triste parce que je voulais tellement l'apprécier. Les 20 premiers pourcents étaient fun, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais et je pense que je me suis tellement imaginé une romance gladiateur en mode les combats, le mec il est complètement traumatisé, elle arrive pas trop à lui parler, même à l'approcher et tout. Et en fait c'était pas du tout ça. C'est un peu de ma faute je pense. C'est l'histoire de Leif qui est notre petit gladiateur super fort qui s'est engagé dans ce tournoi pour devenir Bloodguard. Donc tu te bats à la mort contre plein d'autres mecs. Évidemment à chaque combat tu gagnes de l'argent et du coup ça te permet d'envoyer ton argent à ta famille. Et si tu gagnes, tu deviens Bloodguard, un garde rapproché du roi et de la reine et genre c'est hyper prestigieux. Et il arrive là à ses derniers matchs et du coup c'est de plus en plus chaud et je m'attendais vraiment à ce qu'on ait beaucoup de psychologie et au final pas beaucoup et ça m'a déplu parce que le mec 3 ans qui se bat à la mort dans des arènes, je voulais voir l'aspect psychologique de ça. Je voulais que le mec ce soit presque un animal, qu'il ait des PTSD de malade. Genre le mec c'était un mec normal et ça m'a cassé direct parce qu'en gros il y a l'héritière qui va se mettre en tête l'idée de se marier avec lui pour éviter d'être dans un mariage arrangé. Sauf que pour ça il faut que Leif réussisse à devenir Bloodguard. Du coup elle va le sponsoriser de ouf, elle va venir le soigner parce que la meuf c'est une putain de healer. Et au début c'est quand même un petit peu drôle parce qu'elle est en mode viens je vais te soigner parce qu'en fait après on va se marier. Quoi mais what the fuck, genre laisse-moi tranquille en fait, genre mais que dalle, je vais pas me marier avec toi. Leif te parle comme si c'était un mec genre en 2024, il parle tellement familier, enfin c'est un peu drôle comment c'est écrit. D'un côté ça a rendu le livre fun et je vous avoue que j'ai un peu rigolé, mais de l'autre ça a enlevé tout cet aspect un peu grandiose et cet aspect sans combat, trauma du livre et c'est trop dommage. J'aurais trop voulu que Leif il soit comme ça tu vois, et que dalle le mec il était là en mode ouais tu vas pas entendre le café. Et aussi un truc que t'avais pas appréhendé, c'est que on a un double point de vue avec cette meuf qui s'appelle Maeve et en fait elle a toute une intrigue politique par rapport à la succession, il y a énormément de corruption au château et on a vachement délaissé Leif et les combats. Mais l'autrice a voulu vraiment attaquer tout plein d'autres sujets et elle a le droit, donc je peux pas non plus lui reprocher ça. Le problème c'est que le livre était très long, il y a plein de trucs qui je pense n'étaient pas forcément utiles, donc malheureusement moi au bout d'un moment je me suis ennuyée. Vraiment j'aimerais bien que en fantasy on arrive à ne pas délaisser la santé mentale parce que je sais que c'est de la fantasy et je sais que t'as pas forcément envie de passer 55 ans à être en mode oh putain mon personnage est en dépression parce qu'il doit attaquer des dragons, mais ce serait quand même super intéressant d'inclure ça dans la tête des personnages et que ce soit pas anodin quand les gens ils tuent des gens, quand les gens ils se battent à la mort, qu'on ait en fait l'impact psychologique que ça a sur la personne. Et rapidement parce que ça fait déjà 3 fois que j'en parle, What the River Knows de Isabelle Ibanez, lisez ce livre, c'est un de mes livres préférés de l'année dernière, je suis in love de lui, je suis addict à cette histoire, addict au personnage, j'y pense toute la journée. Ce livre m'a renversé, il m'a mis sur le cul, enfin c'était parfait, c'était complet, c'était beau, c'était drôle, c'était touchant, c'était nouveau. Ça parle d'une orpheline qui vient d'Argentine et qui veut absolument étudier la mort de ses parents. Pour ça, elle part sur un bateau pour aller en Égypte parce que ses parents ont disparu lors d'un voyage d'archéologie autour du Nil et elle embarque elle-même dans un même voyage archéologique en compagnie de son oncle et d'un archéologue britannique qui s'appelle Whitford Hayes. Je peux même pas vous dire à quel point ce livre est complet et regorge de tellement plus que ça. La romance est pépitasse, genre c'est trop bien fait, genre merci putain, genre j'ai adoré comment ça a été fait. L'évolution des personnages était aussi hyper intéressante. La manière dont le suspense était travaillé tout au long de l'histoire, les révélations. En même temps, ce livre n'a pas non plus essayé d'être trop compliqué. C'était fluide, c'était impactant. C'est un roman historique qui se passe dans les années 1880. Tu es emporté dans l'histoire grâce à notre personnage principal. C'est drôle, il y a de l'humour, enfin... lisez ce livre, en plus il est traduit. Inès là, elle est un peu bête mais parce qu'elle est jeune et du coup elle fonce tête baissée dans plein de trucs, elle réfléchit pas forcément, elle est vulnérable, elle agit avec ses émotions et moi ça j'adore, mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont trouvée insupportable parce que tu comprends, elle était pas hyper intelligente, elle savait pas forcément se battre et tout, elle était pas forcément super dégourdie, mais thank you next, enfin une meuf qui est pas hyper dégourdie et moi ça j'adore. Lisez What the River Knows bordel. Et pour clôturer cette vidéo on va parler de Dawn and the Stead de Lila Sage. Ce livre m'a surprise par sa construction et du coup je vais en parler parce que
que j'avais jamais encore lu une romance aussi simple. Je vais m'expliquer, c'est pas forcément négatif ce que je veux dire. On est dans une saga de romance nu adulte cow-boy, donc en gros c'est un groupe de cow-boys dans un ranch et chaque tome on va suivre un couple différent. On va suivre l'histoire de Luke et Amy. Amy elle est championne internationale de barrel, tu fais une espèce de slalom autour de gros bidons. Sa dernière compétition, elle est tombée et elle s'est blessée. Depuis elle arrive plus à monter sur un cheval. Elle retourne vivre chez ses parents dans le ranch dans lequel elle a appris à faire de l'équitation et elle va retomber sur le meilleur ami de son grand frère, Luke. Et il y a une romance qui va se développer entre eux, qui est une romance un peu interdite parce que tu n'as pas le droit de dater le meilleur ami de ton frère. Si on parle vraiment de la romance en elle-même, ce livre est vraiment simple. Il n'y a aucun obstacle à cette romance. Et j'ai trouvé ça un peu stupéfiant parce que, en fait, je m'attendais à ce que vraiment elle complexifie le truc. Non mais tu comprends, on peut pas faire ça parce que si, parce que ça. Que vraiment elle nous fasse sentir le oh non mais on peut pas, mais c'est dur et tout. Et en fait, non. Il y a eu un petit obstacle qui est le grand frère. Au bout de 2 secondes c'était réglé. La meuf, elle nous a vraiment construit une romance sans trop d'éléments. Je pouvais facilement prédire un petit peu tout ce qui se passait, mais ça marche. C'est insta-love, c'est-à-dire que ils se revoient après quelques années. Tout de suite, oh my god, mais je suis trop attirée par toi. Oh my god, mais il a trop changé. Le lendemain, ils se revoient. Oh là là, il a les bras musclés. Oh là là. Vraiment, ils étaient in love. Et du coup, ce fait qu'il n'y ait pas d'obstacle, vraiment, et ben en fait, ça rendait les choses rassurantes. Vous voyez, ils se sont mis ensemble dans le plus grand des calmes. Ils se trouvaient attirants. Ils ont couché ensemble. Aucun autre problème. Ces personnages se sont vraiment laissés aller. Ils étaient pas là à dire oh non, mais je ne peux pas faire ça parce que. Genre non. Ils étaient en mode oh là là, je l'aime bien. Ok, je vais l'embrasser. Et du coup, bah c'était satisfaisant. Mais vous voyez, ça a apporté quelques problèmes, notamment la romance. Moi, j'étais pas stressée, hein. Je savais qu'ils allaient finir ensemble, ils étaient déjà in love en fait. Et pas vraiment de tension quoi. Ensuite, premier chapitre, le mec te parle comme si c'était le mâle alpha des cavernes. En mode, non mais personne n'a le droit de lui parler, personne n'a le droit d'aller la voir. Le mec il frappe un mec parce qu'il a osé lui toucher l'épaule. Les cow-boys c'est difficile, hein. Les cow-boys ils sont un petit peu en retard de 10 ans. Mais en même temps, elle a réussi quand même à le recadrer un petit peu. Il y avait 2-3 scènes qui étaient cool, où il a fait des choses pour elle, il était attentionné, beaucoup de consentement, donc ça c'est cool. Mais tu vois, j'avais un peu l'impression qu'elle essayait de compenser ses excès de mâle alpha avec des scènes hyper green flag. Et moi j'étais en mode meuf. Et je vais reparler de cette histoire de cheval, parce que mine de rien c'était sympa. Ambiance grand galop, ouais, on fait du cheval en couple et tout, c'était grave romantique. Mais énorme ratage d'opportunités. Donc la meuf est traumatisée, elle ne veut plus remonter à cheval. Forcément, lui c'est un prof d'équitation, il va l'aider, il va lui faire des trucs petit à petit. En 2 semaines, comme je vous ai dit, tout est simple. Donc la meuf, ah mais oui, mais en fait c'est bon, je remonte à cheval. C'est un peu les bisounours, mais en même temps ça peut être sympa, hein. Franchement, moi je dis que des sagas comme ça, bisounours, ça peut faire du bien et c'est le plus important. Et à la fin, elle refait une compétition et elle gagne et ça dure 2 secondes. Elle a choisi une discipline où littéralement la course dure 15 secondes. Donc va faire monter un putain de suspense sur si elle va gagner ou pas quand le slalom dure 15 secondes. Mais moi j'aurais aimé qu'elle perde ou alors elle monte sur son cheval, elle tétanise et elle arrive pas à faire la compétition ou alors elle retombe, enfin je sais pas, qu'il y ait juste ce truc de est-ce qu'elle va y arriver ou non, est-ce qu'elle va vraiment remonter à cheval. Et voilà les amis, c'est tout pour cette update lecture. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et j'espère que j'ai pu vous donner envie d'en lire certains. Lisez What the River Knows. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.